À l'heure où certains débats sur l'opportunité de réinstaurer un service militaire en France refont parfois surface dans les médias, et alors que le roman d'Olivier Norek sur la guerre russo-finlandaise, Les guerriers de l'hiver, est depuis quelques mois maintenant un succès de librairie dans nos belles contrées de France et de Navarre, le moment d'offrir à nos auditrices et auditeurs l'opportunité de se familiariser avec le service militaire et l'armée en Finlande nous a semblé bienvenu. Sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Yoni, qui a vécu tout ça de l'intérieur et a beaucoup à nous partager sur le sujet. Je m'appelle Julien Puertas, vous écoutez Géopolitique en Finlande. Bonjour à tous et bienvenue à bord. Salut Yoni. Salut Julien. Épisode 3, ravi que tu sois là. Merci. Aujourd'hui, on voulait parler de l'armée finlandaise. Toi, t'as fait ton service militaire en Finlande. Ouais. Est-ce que tu veux me parler d'abord de ton expérience, comment ça s'est passé, et puis après, d'une manière générale, comment se passe le service en Finlande, quoi. Ouais. Donc en Finlande, on a un service militaire qui est obligatoire pour les hommes mais volontaire pour les femmes. On est 5,6 millions de Finlandais à peu près, dont environ 20 000 hommes par an font le service militaire et ensuite 1000 femmes par an qui le font. Et le service dure, en fonction de ce qu'on fait pendant le service, il dure entre 6, 9 et 12 mois. Il y a 3 options. Et 6 mois, à l'époque, c'était une grosse partie des gens faisaient 6 mois parce que c'était pour les gens qui font ni école de sous-officier ni école d'officier. C'était 6 mois, mais ça a été changé depuis 2014 parce que il y a eu pas mal de réformes, dont la création des troupes de, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est Quick Readiness, en gros, c'est les troupes qui doivent être prêtes c'est ça. vite, quoi. Je connais pas le terme précis, mais... Ces troupes-là ont été créées en Finlande, enfin ça existait déjà, mais il y en a de plus en plus, et du coup, une partie de ces troupes sont des troupes en service actuellement. Et à cause de ça, il y a une partie des troupes qui font ni école de sous-officier, ni école d'officier, mais qui font quand même 12 mois de service, parce que les 6 derniers mois sont des mois de préparation, de quick readiness pour eux. La façon dont ça se passe, c'est qu'il y a une partie des gens qui font 6 mois, qui font pas l'école de sous-officier ou d'officier. Ensuite, il y a 9 mois pour ceux qui font infirmier, ou il y a des rôles où il y a pas, où sans aller à l'école de sous-officier, il y a besoin de 9 mois, et du coup, ils ont 9 mois. Et après, il y a une assez grosse majorité des gens qui font 12 mois, donc tous ceux qui font école de sous-officier, tous ceux qui font école d'officier, les conducteurs, et les gens qui sont soldats mais dans des unités de ce qu'on appelle VUX en Finlande, qui sont les valmiusyksikkös, ce qui veut dire pareil, un truc pour être prêt, quoi. C'est ça. Et, ok. Ouais. Et tu veux parler de ton service à toi, globalement? Donc, du coup, moi j'ai fait le service assez tard parce que j'ai fait le lycée en France. À l'époque, je m'étais fait opérer de l'épaule en terminale et du coup, je suis parti étudier. La plupart des Finlandais font le service à 19 ans, enfin après le bac, mais moi je suis parti étudier, et du coup j'ai fait mes études jusqu'au master et je suis allé en service en 2018 à 25 ans. J'étais un des plus vieux, pas le plus vieux, mais j'étais un des plus vieux là-bas. Et du coup j'ai fait mon service à Santahmina en Finlande, c'est une île à Helsinki. Et j'ai fait mon basic training qui dure un peu moins de 2 mois, qui est le même pour tout le monde. Et ensuite en fonction de... Pendant ces 6-7 semaines, on est testé. On apprend plein de choses, et on est testé, et on est aussi interviewé plusieurs fois pour voir un peu la motivation et comment ça se passe. Et ensuite, on est placé en fonction de nos résultats et de notre motivation. L'État choisit ce qu'on fait. Et on peut faire des choix un peu, on peut faire des choix. On peut faire des vœux, on va dire. C'est ça, on peut faire des vœux, et plus on a des bons scores dans les tests physiques, dans les tests psychologiques, dans les tests écrits, etc., plus on a des chances de pouvoir impacter le choix. La plupart des gens peuvent impacter un petit peu, mais pas trop. En général, on a si on n'est pas totalement nul, on a quelque chose qui est peut-être sur le top 3 de nos vœux, mais pour avoir le premier vœu, c'est assez compliqué. Moi, j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu mon premier vœu, et du coup, je suis rentré en école de sous-officier pour faire observateur d'artillerie. J'ai fait ça, et du coup, l'école de sous-officier, environ 6 semaines de basic training. Ensuite, il y a l'école de sous-officier qui dure jusqu'à à peu près Noël. Donc moi, je suis arrivé au service en juillet. Ouais. J'étais tout l'automne en école de sous-officier. C'est sous-officier de réserve, donc c'est ce que les Finlandais font. C'est pas la même chose que les sous-officiers professionnels. Ouais. Et ensuite, une fois que l'école se termine, pour l'école de sous-officier, les 6 derniers mois, c'est une sorte de sous-sergent. En gros, je connais pas le terme en français, parce que c'est pas sergent, mais c'est en dessous de sergent. Mais c'est le plus bas grade de sous-officier, en gros, au-dessus de caporal. Et du coup, on est ça pendant les 6 derniers mois. Et à ce moment-là, en janvier, il y a les nouvelles recrues qui arrivent, la nouvelle promotion, et on s'occupe d'eux. Donc on leur fait le basic training, bien sûr, avec,
des instructeurs professionnels, les lieutenants, etc., qui sont des soldats de carrière, des officiers de carrière. Ouais. Et il y a des sous-officiers de carrière aussi qui sont là. Pour les aider, nous on est là et on les aide. J'ai fait le basic training de ces gens-là. Et ensuite, pour les 4 derniers mois de service, c'est un peu un coup de chance et en fonction des résultats en école de sous-officier, ce qu'on fait, la plupart des gens gèrent juste les nouvelles troupes qui arrivent. Moi j'étais l'assistant de l'instructeur de l'école de sous-officier, donc en gros j'ai aidé le lieutenant qui était responsable pour la nouvelle promotion d'école de sous-officier. J'étais une sorte d'assistant pour le lieutenant. J'ai fait ça pendant les derniers mois. Ok. Je vais te poser une petite question, j'espère qu'elle n'est pas piège, mais voilà, je te pose ça comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ou plusieurs choses que, avant que tu fasses le service vraiment, entre le moment où tu es rentré et le moment où tu es sorti, des choses qui t'ont complètement surpris, tu t'attendais à tout à fait autre chose, ou ça a changé ta vision de telle ou telle chose, ou pas spécialement, ou ça a été conforme à ce que tu t'imaginais? C'était assez conforme à ce que j'imaginais, mais il y a quelques trucs qui m'ont surpris dans le fait que j'étais entouré d'intellectuels à l'armée, ce qui n'est pas forcément le cliché de ce qu'on imagine. Ouais. Qu'on imagine. Mon père a fait une partie de sa carrière dans l'armée, et mon frère a fait son service 1 an avant moi, et tous mes cousins ont fait leur service, enfin un petit cousin et tout ça, donc je pense que je savais à peu près comment ça allait se passer, mais j'étais dans une base à Helsinki, dans une spécialisation où la note de maths jouait beaucoup pour être pris. Pour faire observateur d'artillerie, on fait des calculs, et du coup le score de maths joue beaucoup. Et du coup, dans ma chambre, dans l'école de sous-officier, la plupart des gens étaient des gens qui étaient déjà en université ou soit allaient en université. En Finlande, on a une école qui s'appelle Aalto, qui est la meilleure université technique de Finlande. Et il y a un programme à Aalto qui s'appelle l'économie industrielle, on va dire, c'est Tuotantotalous, et c'est le programme le plus difficile de Finlande pour entrer dedans. Et dans ma chambre, si je dis pas de conneries, ou dans ma promo, qui était une petite promo, je crois qu'il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient dans ce programme. Alors que normalement, dans la population, c'est une personne sur 10 000 qui est dedans, et nous, on était plusieurs, et dans ma chambre, je crois qu'on est sur 12 personnes dans ma chambre, on est 4 à faire un doctorat. Ce qui n'est pas du tout la norme. La plupart de mes amis qui ont fait un service militaire en Finlande, dans d'autres bases et dans d'autres spécialisations, avaient peut-être une personne dans la pièce qui allait à l'université, comme partout. Et du coup, j'étais entouré de gens... les amis que je me suis fait à l'armée, il y avait beaucoup de gens très intéressants. Et après, j'ai été surpris aussi par le fait que enfin pas surpris, je le savais, mais les militaires de carrière en Finlande, les officiers et les sous-officiers de carrière étaient quand même des gens aussi très pros, c'est pas l'image qu'on se fait des soldats parfois dans les pays où il y a des armées professionnelles. Parce qu'ici, comme il y a un service militaire, tout le monde a fait le service militaire. Et c'est qu'après le service militaire qu'on peut demander à faire une carrière dans l'armée. Et du coup, les gens qui font... C'est pareil d'ailleurs pour la police en Finlande, les policiers en Finlande en général. Comme ils ont fait, une grosse majorité d'entre eux ont fait l'école de sous-officier à l'armée. Et ensuite, ils ont 3 ans de formation. Ils font un concours pour entrer dans une école et ensuite, ils ont 3 ans de formation. Donc en gros, avec le service, ils ont 4 ans de formation en total. C'est des gens qui sont plutôt calmes et intelligents. Plutôt éduqués. Ça se voit hein, d'ailleurs quand on a les quelques rencontres, je n'en ai pas eu beaucoup, mais les quelques interactions que j'ai eues avec la police en Finlande. C'est ça. C'est vrai que par rapport à la France, on voit quand même assez vite qu'on n'a pas tout à fait affaire à la même catégorie de la population. Non. Et comme on est le pays qui a le moins de policiers par habitant de l'OCDE, du coup il y a plus de compétition pour devenir policier. Et les policiers sont plus surmenés par la quantité de tâches et du coup ils peuvent moins se concentrer sur des petits trucs inutiles. Ils sont obligés de regarder en fonction des priorités. Mais dans l'armée du coup c'est pareil, comme tous les hommes font le service militaire, enfin pas tous, mais 80%, entre 70 et 80% des hommes commencent le service militaire et tout le monde ne les termine pas parce qu'il y en a qui se blessent, etc. Mais il y a quand même une grosse partie des hommes en Finlande qui font le service militaire. Et du coup, sur ces hommes, il y en a qui aiment ça et qui finissent par aller en carrière dans l'armée. Et eux, du coup, c'est des gens qui sont quand même très pros. Et après, si on rajoute à ça la culture finlandaise, qui est une culture c'est des gens qui sont à temps et qui sont assez calmes et tout ça. Et du coup, les officiers et les sous-officiers de carrière étaient des gens très bons. C'est des gens en qui j'ai une confiance totale. On est loin du cliché des films américains, la Full Metal Jacket ou autre. On est loin de ça. Et la Finlande, c'est un pays qui a une culture. On n'a pas trop une hiérarchie formelle en Finlande dans la vie en général. Les gens se tutoient
On peut tutoyer quasiment tout le monde. Les gens aiment pas se faire micromanager et tout ça. Et bien sûr, l'armée, c'est l'armée, donc à l'armée, il y a quand même plus de hiérarchie et plus de tout ça, mais on fait moins attention à des petits détails inutiles. Bien sûr, Le focus, il est beaucoup quand même sur... si on fait bien son travail et si on fait pas de conneries, ben le reste, si le lit, il est tout à fait parfait ou pas, le matin, c'est pas si important que ça. Bien sûr, au début, pendant le basic training, ils font attention, mais le focus, il est pas sur les parades et sur les apparences et sur les trucs comme ça. Le focus, il est quand même beaucoup sur la qualité de l'éducation des soldats. Et du coup, à l'image que j'ai des soldats en service ça varie beaucoup, mais ceux avec qui j'ai servi étaient des gens très intelligents et les gens qui travaillaient à l'armée étaient des gens très pros et très intelligents. J'en garde une bonne image et j'ai une confiance totale en les gens qui sont responsables de l'armée en Finlande. C'est bien. Sur le sujet d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote que tu m'avais racontée. Je sais pas si la Finlande est le seul cas comme ça, mais voilà, dans l'armée, c'est que tu me disais qu'à la cantine ou peu importe là où on va manger, depuis le plus haut gradé jusqu'au nouveau venu au service, on mange la même chose. Ouais. Et en fait, et ça c'est intéressant, et alors ça me paraît logique et ça devrait être partout pareil. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'en fait c'est ce que tu disais, c'est que du coup, évidemment ça va être plutôt le mec qui est le plus haut gradé qui choisit ce qu'on va manger, enfin qui choisit. C'est pas qu'il choisit tout, mais en fait, comme lui il veut pas manger des trucs immondes, il va du coup on va être forcé d'avoir un certain niveau pour que tout le monde ait un truc. C'est ça. Même si lui, bien sûr, il décide pas personnellement ce que les gens mangent, mais si les officiers doivent manger la même chose que les soldats, forcément, ça va pousser le niveau vers le haut. Voilà. Vers le haut, ouais. Non, c'est vrai. J'aime bien moi ça. Moi ça c'est un truc. Ouais, non, ça c'est bien et c'est. Je pense que ça se vérifie sur d'autres trucs. C'est ça, aussi dans les entreprises privées en Finlande, c'est comme ça, il y a les fêtes de Noël, et à la fête de Noël, le patron va se bourrer la gueule avec les employés, faire du karting avec eux, aller au sauna avec eux. Il y a moins de hiérarchie à ce niveau-là, et comme dit, même si l'armée a toujours de la hiérarchie, parce que c'est l'armée, c'est obligatoire, pour des questions de sécurité, parce que c'est obligatoire, il faut qu'il y ait une hiérarchie à l'armée, mais il y a ce côté-là, et après en fonction des casernes en Finlande, bien sûr, il y a... les officiers mangent parfois dans la même cantine avec les soldats normaux qui sont en service, mais il y a parfois dans certaines casernes aussi une cantine spéciale pour les officiers de carrière où ils peuvent manger et peuvent par exemple discuter entre eux des choses, mais au fond ils mangent la même chose, et quand on est en forêt on mange la même chose avec les officiers et tout ça, et ils ont aussi les mêmes uniformes, ils n'ont pas de... Et surtout, les sous-officiers et les officiers de réserve, du coup, qui sont en service en même temps que les soldats normaux, eux aussi mangent la même chose et s'habillent de la même manière, ont le même équipement. Quand le président finlandais va voir les troupes en Laponie pendant un entraînement, il porte l'uniforme, le même uniforme que les soldats, la même veste d'hiver. Et tout ça, ça aide sur le fait que... Mais la Finlande est un pays très homogène en général et qui aime pas... Il n'y a pas trop de classes. Il y a toujours des classes sociales, mais il y a moins de classes sociales. Il y a moins d'inégalités. Et ça se ressent aussi à l'armée. Ça se ressent à l'armée. Tout à fait. Alors là, on va peut-être aborder une question un peu plus compliquée. Est-ce que tu pourrais nous faire, et tu vas choisir à partir de quand, une sorte de résumé de l'histoire de l'armée finlandaise, au sens de pourquoi est-ce qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui? Parce que une des raisons aussi pour lesquelles les choses sont comme elles sont, c'est par rapport à ce qu'on a déjà évoqué dans nos 2 premiers épisodes, aux voisins russe, on va dire, comme on l'appelle ici, le voisin de l'Est, un petit peu gênant, souvent assez gênant, avec des velléités historiques assez agressives, on va dire, belliqueuses. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être que les gens savent globalement pourquoi est-ce qu'ils le font et pourquoi est-ce qu'ils sont là, quoi. C'est sûr que c'est pas la même chose que si jamais tu dois être dans la période en France où on a été, par exemple, moi j'ai grandi quand j'aurais pu aller à l'armée, quand j'ai fait ma journée d'appel à la défense. Je me rappelle, c'était assez rigolo. Alors j'avais ma mentalité de l'époque, etc. Mais comme je suis curieux de nature, j'avais quand même posé des questions et ça m'intéressait, tu vois. Mais je me rappelle que le sous-off qui nous faisait les présentations du contexte, il nous avait d'ailleurs parlé de la Russie, déjà à l'époque un petit peu, et de différents conflits, mais c'était presque abstrait. Tu voyais qu'il faisait des efforts un peu, il disait non mais à tel moment ça a chauffé, donc là il nous montrait des épisodes avec des sous-marins nucléaires, des machins, des trucs, des moments où ça avait chauffé et tout, et il disait voilà, il s'est passé des choses, et si vous décidez d'embrasser la carrière de l'armée, vous ne ferez pas ça pour rien,
mais on voyait qu'il fallait un peu chercher quand même pour trouver, des raisons, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à changer, là. Ouais, Mais voilà, c'était il y a... Mais encore aujourd'hui, c'est il y a plus de 20 ans, voilà. Ouais. Mais encore aujourd'hui, en France, je pense que c'est beaucoup plus... Ouais, c'est différent, Vraiment différent. Dans les sondages, la Finlande, c'est le pays de loin en Europe qui a la plus grosse motivation de défense de son pays. Les sondages sont faits de manière à nous poser la question de si un adversaire supérieur en ressources et en hommes attaque ton pays, est-ce que tu vas aller combattre pour le pays? Et en Finlande, le pourcentage de gens qui disent oui est le plus élevé d'Europe. Et c'est pas qu'une question de répondre à un sondage, on est aussi le pays où il y a le plus haut pourcentage de personnes qui font un service militaire en Europe, donc du coup, c'est pas étonnant, et c'est lié au fait qu'on a la Russie à côté de nous. Pour simplifier et raccourcir un peu l'histoire de la Finlande, on faisait partie de la Suède, et la Suède a perdu une guerre, on a fait partie de l'Empire russe pendant une centaine d'années. Ouais. Et pendant cette période-là, on avait déjà bien sûr une armée, mais qui était pas vraiment la nôtre, mais qui était une armée. On a une armée de manière formelle ou informelle, on en a eu ça fait des centaines d'années qu'on en a, mais officiellement c'est en 1917 qu'on devient un pays indépendant. Et on a profité de la révolution en Russie pour devenir indépendant. Et ensuite en 1918 on a eu une guerre civile en Finlande entre les rouges et les blancs. Où en gros les rouges étaient les communistes qui voulaient... les soviets voulaient reprendre la Finlande, et les rouges du coup étaient soutenus par les soviets, mais c'était en gros le peuple finlandais, c'était les prolétaires finlandais en gros. Un petit peu d'agriculteurs aussi. Peut-être quelques artistes, etc. Ouais. Et après les blancs, c'était les indépendantistes finlandais en gros. On appelle ça les blancs, mais c'est pas lié à la couleur de peau ou quoi que ce soit. Et eux, ils étaient soutenus par l'Allemagne. Et c'était une guerre civile qui, en quelques semaines, a fait, si je me souviens bien, environ 30 000 morts civiles. Ouais. Enfin, si on compte c'est pas tous des civils, mais vraiment quelque chose d'assez atroce. Et donc beaucoup qui sont morts dans les camps. Ouais, tués par leurs voisins. Et puis des gens morts de faim, puis il y a eu énormément d'exécutions sommaires. Enfin, c'est ça, des exécutions. Ça a été une période terrible. Et heureusement pour la Finlande, les Blancs ont gagné. Ouais. Et du coup, on n'a pas fait partie du bloc soviétique. Et à partir de ce moment-là, on avait déjà l'armée finlandaise. Et en 1939, on se fait envahir par l'URSS avec les guerres d'hiver. Ouais. Et en fait, c'est ce moment-là qui a vraiment cimenté ou lié la population finlandaise entre les blancs et les rouges. À ce moment-là, on n'avait plus le luxe de se battre entre nous. On était obligés de s'unir pour repousser les soviets. Et depuis ce moment-là, les Finlandais sont beaucoup plus unis qu'avant. Ouais. Et ensuite, on a eu la guerre d'hiver, puis la guerre de continuation, puis la guerre de Laponie pour sortir les Allemands de Finlande à la fin. Et après ça, il y a eu la finlandisation. Et la finlandisation, ça explique en grande partie pourquoi on a une armée aussi grosse, parce que comme on a été forcé à être neutre. C'est quelque chose que les Français en général et les Européens ne comprennent pas forcément sur la finlandisation, c'est que ça a été forcé, c'est pas tout à fait. C'était pas quelque chose qu'on a voulu ou qu'on a demandé, même si on s'y est habitué et on a eu de la chance, on s'en est sorti, mais c'était pas du tout notre volonté d'être neutre, et si on avait eu le choix, on aurait choisi l'Ouest. On n'avait pas beaucoup de sympathie envers la Russie, mais on a eu cette période de finlandisation. Ça a été l'enclenchement des alliances qui a fait que... C'est ça. On n'a pas eu de chance. C'est pas forcément la meilleure comparaison, mais un peu comme l'Arménie avec... l'Arménie aujourd'hui, ils sont alliés avec les ennemis de l'Ouest. Ouais. Et du coup, l'Ouest a un peu du mal à énormément aider l'Arménie parce que l'Arménie est dans le CSTO, etc. Mais l'Arménie, elle n'est pas alliée avec la Russie parce qu'elle adore la Russie, mais c'est juste parce qu'il y a la Turquie en face et parce qu'il y a l'Azerbaïdjan en face, et eux, ils sont... Enfin, l'Azerbaïdjan non, mais la Turquie est dans l'OTAN, et du coup, un peu et nous, on a fini avec l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas forcément par amour des Allemands. Mais qui à la fin, en plus, ont brûlé la Laponie. C'est ça. Quelque chose aussi qu'on connaît très très peu en France. C'est ça, et qu'on a dû repousser pour sortir du pays. En 1939, les Allemands étaient avec les Russes, avec les Soviets. En 1939, quand l'URSS nous a attaqués, c'était un deal entre l'Allemagne et l'URSS Et du coup, ça on l'oublie, et du coup, Mannerheim, notre leader, n'était pas forcément... notre leader militaire de l'époque n'était pas forcément un grand fan de l'Allemagne, mais on a dû, par choix, par dépit, se mettre avec eux. Et à cause de ça, on a fini avec la finlandisation. Et la finlandisation nous limitait en plusieurs domaines. Sur l'armée, on avait un nombre maximum d'avions de chasse qu'on avait le droit d'avoir, et on n'avait pas le droit d'avoir de sous-marins, etc. Mais en plus de ça, on n'avait pas le droit de s'allier. Et comme on n'avait pas le droit de s'allier, on était contraint
un pays à l'époque 3 millions d'habitants et aujourd'hui 5,6 millions d'habitants, on était contraint de faire des efforts et d'avoir une armée qui est capable de... Le but, c'est pas de gagner une guerre contre l'URSS, mais le but est que l'URSS ait tellement de pertes s'ils veulent nous prendre que ça vaut pas le coup pour eux de le faire. C'est ça, ouais. C'était ça le but, c'est le côté déterrence de l'armée. Et du coup, on mise dessus depuis toujours. Et pendant la guerre froide, on faisait souvent venir des officiers russes, enfin soviétiques, en Finlande pour regarder nos entraînements, pour qu'ils voient bien qu'on est prêt, Et ensuite, il y a eu la chute de l'URSS. Avec la chute de l'URSS, on a enfin pu accélérer un processus qu'on avait déjà un peu commencé avant, c'est-à-dire acheter des armes de l'Ouest, parce qu'on a acheté pas mal d'armes soviétiques avant ça, ce qui était d'un côté une bonne chose. Imposé, hein. C'était un peu imposé, mais d'un côté, c'était pas forcément toujours mauvais, dans le sens où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, utiliser les mêmes calibres et utiliser les mêmes armes que les soviétiques nous permettaient de récupérer leurs armes quand on tuait leurs troupes et de les utiliser. Donc, ce qui a été largement fait d'ailleurs. Ce qui a été énormément fait, ce qui est fait en Ukraine par les Ukrainiens face aux Russes, ça nous servait pas mal, mais en 91 ça nous servait plus tant que ça parce que l'URSS et la Russie entre-temps ont changé de calibre et ont changé de système, etc. Et du coup, actuellement ça nous sert moins d'avoir le même calibre par exemple sur les armes parce qu'on n'a plus le même calibre. Mais à l'époque ça nous servait à quelque chose. Et du coup on a lancé un processus, en 95 on est rentré dans l'Union Européenne, mais avec les restes de finlandisation, théoriquement, les deals qu'on avait avec l'URSS ne tenaient plus avec la Russie, mais il y avait, c'était un peu subjectif, c'était pas forcément si clair que ça, et du coup, il y avait ça, plus la corruption de quelques politiques, une corruption intellectuelle peut-être plus que financière de quelques politiques qui, du coup, poussaient pour garder la finlandisation, et une grosse partie de la population qui voyait ça un peu comme un problème. La plupart des Finlandais comprenaient le problème russe, mais la plupart de ces gens-là n'étaient pas forcément prêts à faire grand-chose pour changer parce qu'on avait réussi à survivre pendant 50 ans sans rien faire. Et du coup, on a continué à avoir une grosse armée avec tout le monde dedans, etc. Et quand on a eu l'occasion, on est rentré dans l'OTAN plus tard. Mais ça explique pourquoi on a ce service militaire qui est obligatoire pour les hommes et volontaire pour les femmes. D'ailleurs, le service volontaire pour les femmes est arrivé, je crois, sous Elisabeth Rehn quand elle était ministre de la Défense, donc c'était sûrement dans les années 90. Ouais. Parlons de chiffres un peu. Comme... on a été limité à l'époque sur, par exemple, l'armée de l'air et sur les sous-marins. Du coup, on a beaucoup misé sur l'armée de terre. Et ce qui est logique dans une armée du peuple comme la nôtre. Et du coup, on a une armée de terre qui est vraiment très grande au niveau européen. Parce qu'on a une réserve de 870 000 hommes entraînés. 870 000 réserves. Ouais, ce qui est énorme parce que... Ce qui est énorme pour un pays de 5,6 millions d'habitants. Je sais pas si les gens se rendent compte en France, ça ferait l'équivalent de, je sais pas, de 15 millions de personnes. Ouais, on a un peu moins, mais ouais, c'est ça. Quasiment, ouais, 10 millions. On a une réserve énorme et qui est plus grande que la réserve française et allemande et anglaise combinées. Et du coup, on a une grosse réserve, mais on a une armée professionnelle qui est toute petite. Nos pros, en gros, nos soldats professionnels, c'est des officiers. C'est une sorte d'élite, c'est des corps d'élite quasiment. C'est ceux qui forment les gens en service. Ouais. Et c'est les pilotes d'avions de chasse. Et pour tous les jobs qui sont pas possibles pour les gens en service, donc pilote d'avions de chasse, pilote d'hélico, quelques forces d'élite, forces spéciales qui sont des pros. Il y a des pilotes d'avion, etc. qui sont pros. Et après, il y a tout le côté HQ, tous les officiers qui gèrent la logistique la stratégie, etc. La recherche militaire et tout ça, eux, c'est tous des professionnels. Et bien sûr, les sous-officiers et les officiers jeunes. T'as une idée en gros de combien de personnes ça fait ça Ça a pas mal évolué avec le temps, je sais pas exactement le nombre actuel. Mais il y a. Le budget aussi, si t'as une idée. Le budget, actuellement, il doit être à 5-6 milliards à peu près. Tout compris ? Oui et non, pas tout compris. En fait, un truc que j'ai appris à l'armée, dont on n'a pas parlé encore, c'est que les chiffres sur Wikipédia, sur l'armée, c'est pas forcément la réalité. Ouais. Et c'est pas quelque chose... on dit toujours que l'armée est la grande muette. C'est plus ou moins vrai suivant les pays. Ouais. C'est peut-être moins vrai en Finlande qu'en France ou ailleurs, mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont classées. Ouais, la Finlande, je pense peut-être plus qu'en France d'ailleurs, dans certains cas. Mais parce qu'en fait, la Finlande, c'est pas comme si j'avais vu des grands secrets ou quoi que ce soit. Et de toute façon, si j'en avais vu, je pourrais pas en parler. Mais les armées... Sauna, non, les ça armées... parle, on le sait. Non, les armées en Finlande en général, et partout, les armées soit... survendent leurs capacités, bien sûr, si ça peut servir, soit l'inverse. Et du coup, par exemple, la Russie est un des pays qui survend un peu ses capacités parce que c'est comme ça. Ils survendent aussi la qualité de leurs missiles, de leur tout. Ouais. Alors que les pays comme la Finlande ont tout intérêt à faire l'inverse, en tout cas historiquement, parce que on voulait pas provoquer les soviets et du coup, on est un pays qui
avait des deals secrets pendant la guerre froide avec nos voisins, etc., pour avoir de l'aide et peut-être du matériel qu'on n'a pas officiellement. Et en fait, avec les armées, ce qui est compliqué, c'est que il n'y a pas des auditeurs externes qui ont accès à tout le pays et qui peuvent venir à n'importe quel moment et vérifier combien est-ce qu'il y a de mines ou combien est-ce qu'il y a de pièces d'artillerie. Il n'y a pas de Deloitte qui vient faire des audits? Non, il n'y a pas, et même s'ils venaient faire un audit, ça ne changerait pas le fait qu'ils ne peuvent pas voir tout le pays, ils ne peuvent pas vérifier tous les trucs. Et du coup, les armées ont tendance à parfois, par exemple, dire qu'ils arrêtent d'utiliser un système, mais en fait le conserver quand même, ou peut-être sur des systèmes qui sont produits dans le pays, peut-être en acheter plus ou moins que ce qu'ils disent, etc. Et du coup, les chiffres sont pas forcément très révélateurs de la réalité. Et par exemple, en Finlande, dans le budget de l'armée, on compte pas le coût que ça a d'avoir une génération d'hommes chaque année pendant 1 an qui sont pas dans le marché du travail, du coup, ou qui étudient pas, ou qui perdent un an d'impôts à payer, en gros. Et du coup, ça c'est un énorme coût, mais qui est pas dans le système. Après c'est vrai, d'un autre côté, les formations qu'ils vont recevoir, ça rapporte aussi de l'argent. Pour certains, ça va un peu leur servir aussi pour apprendre à être un peu mieux, à gagner en confiance en eux, à s'organiser, à rencontrer des gens, à apprendre à conduire, à apprendre un métier. Ça a des avantages. Donc il y a des avantages aussi, je pense que... Ça a des avantages, mais financièrement, c'est un plus qu'un avantage. Ça reste un coût, Pour la société, ça a beaucoup d'avantages, ça unit le peuple, etc. Mais c'est une très bonne chose pour la société, mais ça a un coût financier qui n'est pas pris en compte. Et comme aussi, les armées de peuples basées sur un service militaire ont besoin de moins d'argent pour tourner que les armées professionnelles, parce qu'une armée professionnelle, un soldat il fait une carrière, il est payé tous les mois pour faire son métier, et à la fin, une fois qu'il est blessé ou qu'il est plus en service, il est encore payé pour sa retraite, etc. Bien sûr. Des soldats qui sont des réservistes, ils sont pas payés, ou ils sont payés vraiment très 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 peu. Et du coup ça économise de l'argent, et c'est pour ça qu'un pays comme la Suisse par exemple, qui dépense bien moins que nous en pourcentage du PIB, ils arrivent quand même à avoir une armée à peu près sérieuse, parce que leur but c'est de défendre le pays. Ils n'ont pas comme but d'aller envahir un pays à l'autre bout du monde, ils n'ont pas besoin d'avoir l'équipement et la logistique et l'entraînement pour ça. Si le but c'est juste de défendre un terrain que tu connais et que tu as le matériel et la motivation pour, ça demande pas énormément de ressources financières, et du coup un pays comme la Finlande qui est un peu trop près en temps de paix n'a pas besoin, quand il y a une crise, d'augmenter la dépense énormément. Mais du coup on doit être à peu près, ça dépend des années, mais on est entre 2 et 2,5% du PIB en dépenses. Mais entre 2 et 2,5 pour nous, c'est comme 4 pour la France, dans le sens où c'est pas comparable, parce qu'on a tous les hommes qui sont gratuitement, etc. Et on a du matériel qui s'est accumulé avec le temps, parce qu'on est le pays qui a la plus grosse artillerie d'Europe, de l'Union Européenne, hors l'Ukraine, parce que l'Ukraine actuellement a probablement plus, mais ils sont pas dans l'Union Européenne. Mais en dehors de ça, en Europe, on est le pays qui a la plus grosse artillerie et la plus grosse réserve. Et du coup, on a eu environ 20, 21, 22 000 personnes en service par an, en 2 promotions. Une qui commence en janvier, une en juillet. On a quelques milliers de soldats professionnels de carrière qui sont là pour les cadrer et pour gérer tout ça. Et ensuite, on a cette réserve de 870 000. Et cette réserve de 870 000, on les utilise pas tous. Mais quelques femmes de tous âges? Pas tout âge. En gros, c'est les gens qui ont... Non, il y a une limite d'âge? Ouais, il y a une limite. Pour les soldats, c'est 50. Donc c'est des hommes de 20 à 50 à peu près. Donc qui ont fini leur service, et pour les officiers et les sous-officiers, c'est 60. D'accord. Donc pour les gens qui ont été un peu plus actifs, eux, ils peuvent rester jusqu'à 60. Mais il y a plusieurs groupes dans cette réserve de 870 000. Et forcément, si une guerre commence, on va pas armer les 870 000 hommes, ça sert à rien. Du coup, on a officiellement, et ça encore une fois, je suis pas forcément convaincu que le chiffre donné par les pays soit vraiment celui qui, à 100%, qui tient en temps de guerre, mais officiellement, on a 280 000 hommes comme troupes de guerre. Donc si une guerre commence, on mobilise assez d'hommes pour avoir 280 000 hommes qui combattent. Et ensuite, une fois qu'il y a des pertes dans ces hommes, on pioche dans le reste de la réserve pour les remplacer. C'est comme ça que ça marche, le système. Ce qui est quand même beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup, surtout pour un job de défense, quoi. C'est énorme, parce que aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la plupart des pays, si tu regardes sur Wikipédia, il y aura marqué, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, un nombre X de soldats professionnels. Et ces soldats existent, mais si une guerre commence, ces pays-là n'ont pas l'équipement pour
équiper ces gens-là. Non, bien sûr. Parce que ça sert à rien, parce que c'est des armées qui sont pas faites pour ça, c'est pas des armées de défense territoriale, c'est des armées qui sont quand même plus basées sur une doctrine ou sur des objectifs qui étaient d'avant 2014, on va dire, et qui étaient des objectifs aller en Irak, défendre les dom-toms, des objectifs totalement différents de l'antiterrorisme, des opérations externes, ce que nous on est moins capable de faire parce qu'on n'a pas la logistique pour et on n'a pas forcément on n'a pas une armée faite pour ça. Nous on a vraiment une armée faite pour défendre contre la Russie. Tout est fait pour défendre contre la Russie, tout notre focus est là-dessus. Ça nous permet aussi d'être bon là-dedans parce que notre focus est là-dessus, et c'est pour ça que nous on s'est pas forcément leurré quand la guerre en Ukraine est arrivée sur comment la guerre a avancé, comment les Russes combattent, etc. Nous on le savait déjà. L'importance de l'artillerie et tout ça, c'est des trucs qui nous ont pas choqués parce qu'on a toujours misé dessus. Ce qui était marrant, parce que c'est ce qu'on discutait une fois, c'était moi je suis pas du tout un spécialiste militaire, moi, vraiment pas du tout, mais je me souviens qu'on entendait déjà, notamment sur les plateaux télé en France il y a 10-15 ans, on entendait des gens qui nous parlaient que c'était fini, la guerre d'avant, l'artillerie, le soldat de base, tu vois, c'était fini, que maintenant on allait être que dans des choses high-tech et tout. La guerre en Ukraine a montré que, notamment les drones et des choses comme ça, montrent que oui, bien sûr, il y a une évolution. Mais ensuite, on se rend compte quand même que on a toujours besoin de fantassins, on a toujours besoin d'hommes en armes à l'ancienne. Quoi. L'artillerie, l'anti-aérien, l'infanterie, c'est absolument pas c'est tout aussi important qu'avant. Et il y a beaucoup de pays, je pense, qui s'en sont rendus compte et qui doivent commencer à faire c'est ça, et à reformer des hommes. La plupart des armées, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, etc., sont des pays qui peut-être un peu sous-estimaient l'importance de ce côté-là, mais c'est parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à faire une guerre contre un voisin qui attaque, ils s'étaient préparés à faire une guerre différente où ça avait un sens. Il n'y a plus beaucoup de pays en Europe, et c'est tant mieux, hein, qui sont qui sont dans un truc de défense où ils ont peur que leurs voisins les attaquent dans les 6 mois ou dans l'année qui viennent. C'est la Finlande, les pays baltes, donc forcément, la Pologne. Ça change beaucoup de choses. Quoi. Et du coup, juste pour revenir sur le point d'avant, comme ces pays-là n'ont pas besoin de la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc., n'ont pas besoin d'équiper tous ces hommes, nous on est capable d'équiper les 280 000 hommes. Donc ça, c'est quelque chose qui joue, et nous on a aussi une infrastructure qui est prête pour la guerre, ce qui n'est pas du tout le cas des autres pays européens. La Suisse peut-être, mais ils ne sont pas dans l'Union européenne, mais la Suisse a pas mal d'infrastructures pour ça. Mais en Finlande, tous les ponts qui sont construits exprès, de manière à pouvoir placer les mines pour les exploser. Tous les bâtiments avec plusieurs foyers dedans. Et pareil, dans tous les centres commerciaux, dans tous les trucs, il y a des abris à bombes partout. On a une ville souterraine à Helsinki avec des piscines souterraines. On a des trucs qui sont pas forcément visibles pour les touristes qui arrivent, mais on a une ville souterraine que personne n'a en Europe en dehors de nous. On a des abris à bombes pour entre 4 et 5 millions de personnes. Donc c'est-à-dire, en gros, il y a ceux qui font la guerre et il y a ceux qui sont dans les abris. Ça économise énormément d'anti-aériens parce que ça veut dire que si un missile de croisière est en train d'aller vers un bâtiment vide, qui n'est pas de l'infrastructure importante, on n'a pas besoin de l'abattre parce que les gens sont dans les abris pendant la guerre. Et on a des réserves, dont je ne connais pas les détails, mais on a des réserves de tout ce qui est important pour tenir. On a une capacité parce que le but de la Finlande, juste pour terminer, sur ce point, c'est que pendant la guerre froide, du coup, notre but c'était de pouvoir se défendre seul, sans l'aide de personne. Même si en réalité on aurait peut-être eu un peu d'aide suédoise ou autre, mais au fond le but c'est de pouvoir se défendre seul, et même dans l'OTAN, notre but c'est de pouvoir nous défendre seul, même si idéalement on va avoir de l'aide des autres pays, au moins matérielle et peut-être militaire, mais le but c'est de se défendre seul, et comme le but c'est de se défendre seul, on a des capacités de production. Toutes les entreprises privées peuvent théoriquement être appelées pendant la guerre et ont souvent des contrats avec l'armée. Par exemple, les entreprises qui font des meubles vont faire des habits pendant la guerre. Ils ont un contrat pour ça, ils font déjà ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Toutes les voitures. Pendant le Covid, on a vu des entreprises qui faisaient normalement du whisky, qui ont fait du gel hydroalcoolique. Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a cette préparation de crise, et les gens ont une énorme confiance en l'armée et dans les institutions et dans le pays en général. Et du coup, il n'y a pas ce problème-là, et on a une préparation totale. Les gens donnent leur voiture diesel à l'armée si une guerre commence. En Ukraine, il y a un peu de ça, mais en Ukraine, vraiment, c'est pas comparable. Nous, on est vraiment sur une économie, une guerre totale où tout le monde participe d'une manière ou d'une autre. À l'effort de guerre, À l'effort de guerre, tout de suite. Il n'y a pas de questions posées, il n'y a pas de choix. Si tu le fais pas, tu es en prison, il n'y a pas de... Alors qu'en Ukraine, comme ils ont attendu au début de la guerre, c'est un plus gros pays, mais du coup, eux, comme ils ont mis beaucoup de temps à se réveiller,
et à se dire peut-être qu'il faudrait mobiliser plus d'hommes, parce qu'ils avaient assez d'hommes au début, parce qu'il y avait beaucoup de volontaires, etc. Du coup, au bout de 2 ans, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui pendant 2 ans ne s'est pas porté volontaire de lui dire maintenant tu vas aller à la guerre. Mais en Finlande, il n'y a pas ce problème-là, puisque tout le monde est mobilisé à la première seconde, donc du coup, il n'y a pas de débat. C'est sûr. Et juste pour finir un peu sur ces histoires de préparation, j'ai aussi lu il y a quelque temps un article qui parlait de sorte de tout le long de la frontière, donc des 1300 km de frontière avec la Russie, et un peu à l'intérieur des terres, un peu partout, il y a des sortes de caches, on a de sortes de zones de défense. La Finlande toute la frontière est prête. L'État finlandais donne de l'argent à des paysans locaux, etc., pour pouvoir utiliser leurs terres pour construire de l'infrastructure de défense sur leurs terres et pour s'entraîner, pour avoir des bunkers souterrains, etc. Donc il y a des bunkers souterrains, il y a des caches d'armes. Il y a des caches d'armes, nos stocks d'armes sont déployés de manière décentralisée pour éviter que... En Russie, si tu frappes une grosse cache d'armes, tu peux détruire 5% de leurs armes d'un coup. J'exagère un peu, mais c'est un peu ils ont... De nos jours, avec l'Ukraine, ils décentralisent plus parce qu'ils font un effort, mais historiquement, ils n'ont pas tant décentralisé que ça. Nous, on décentralise énormément et du coup, on a une histoire de cache d'armes et une tradition de cache d'armes qui date parce que après la Deuxième Guerre mondiale, les successeurs des Blancs, enfin ceux qui ont vraiment les nationalistes finlandais et patriotes finlandais, par peur de la finlandisation et de ce qui va leur arriver, ont caché énormément d'armes sous les églises, à plein d'endroits en Finlande pour pouvoir se défendre si jamais un pro-russe prenait le pouvoir ou si la Russie attaquait, si l'armée ne se défendait pas. On a une société, on est un des pays qui a le plus d'armes par habitant sur Terre aussi. Et les réservistes finlandais qui ont fait le service du coup, parce qu'on n'a pas parlé avant, mais les réservistes sont appelés de manière volontaire à faire des entraînements, pas énormément, ça dépend. Pour les gens, dans des rôles importants, ça peut être très souvent, ça peut être une fois par an, pendant 2 semaines pour certaines personnes, mais pour une personne lambda, ça va être peut-être 1 ou 2 fois pendant sa vie d'adulte. Il va être appelé pour se rappeler un peu, pour faire 2 semaines d'entraînement, pour pas totalement oublier. Et parfois, si par exemple, quelqu'un était un spécialiste des connexions radio, et il y a un nouveau modèle de radio qui arrive, ils vont les appeler pendant 2 semaines pour leur apprendre comment une nouvelle radio marche pour les mettre à jour. Mais il y a ça, mais après en plus de ça, il y a la réserve active de volontaires. Donc en gros, les gens font partie d'associations de réservistes. Je fais partie d'une association de réservistes, même si je suis pas très actif dedans parce que je suis pas constamment en Finlande. C'est des associations de réservistes où il y a des opportunités pour aller tirer avec des armes ou aller à des entraînements, etc. Il y a plusieurs types d'associations à ce niveau-là. Il y a aussi des associations qui donnent des formations à des gens qui n'ont pas servi pour des raisons de santé ou autre. Et du coup, ces gens-là font des entraînements de réservistes volontaires en plus de ce qui est obligatoire. Parce que quand il y a des entraînements de réservistes, c'est obligatoire en général, mais il y en a des volontaires et certaines personnes sont très actives et s'entraînent. Il y a des gens qui s'entraînent chaque semaine, un jour par semaine ou des trucs comme ça. C'est pas la majorité, mais il y en a. Et l'idée d'un système comme le nôtre, c'est que le désavantage, c'est qu'on a un moteur diesel. Si une guerre commence, une mobilisation, même si nous on est les rois de la mobilisation, on est capable de le faire de manière très organisée et très rapide, beaucoup plus que les autres pays parce que ça fait partie on s'entraîne à ça constamment. Théoriquement, s'il y a une guerre qui commence, on est quand même au courant qu'elle va commencer et du coup on commence à mobiliser avant. Mais si, admettons, d'une manière vraiment surprenante, une guerre commençait et qu'on n'avait pas eu l'occasion de mobiliser, style un bombardement aérien. C'est ça, si tout d'un coup il y a une guerre hybride avec quelques groupes de saboteurs et des bombardements qui commencent et qu'il n'y a pas de troupes à nos frontières, etc., qu'il n'y avait pas de signe et que ça allait commencer, c'est quasi impossible, mais admettons que ça commence. Dans cette situation-là, il y a les soldats pros, ceux qui sont en quick readiness, en service, et les réservistes actifs, qui sont des gens qui parfois signent des contrats peuvent être appelés en quelques heures. Et c'est ces gens-là, combinés avec la police, les gardes frontières, etc., qui, pendant les premières heures, vont s'occuper des opérations pendant que la mobilisation commence. Et ensuite, la mobilisation va arriver par groupe. Et il y a les groupes qui sont pas mal entraînés, qui vont arriver en premier, ensuite des groupes un peu moins. Et c'est comme ça. Et c'est le seul désavantage de ce système, c'est ça. Par rapport à une armée entièrement pro. C'est ça. Mais c'est un désavantage sur une petite durée. Quelques semaines, on peut imaginer. Même moins, parce qu'on a un système vraiment très entraîné à ça. Et en plus de ça, comme notre focus est totalement sur la Russie, nos renseignements sont aussi totalement sur la Russie. Et c'est impossible de lancer une opération contre nous
on a une armée tellement grande que c'est impossible et un pays tellement grand en taille que c'est impossible de nous envahir sans qu'on s'en rende compte. Un minimum. On a constamment des gens en entraînement, en réserve, aussi pour ça, parce qu'eux, ils vont tout de suite être envoyés si quelque chose arrive, mais on va pas être surpris si quelque chose arrive. J'ai une question bête. Ouais. Au jour le jour, on a une idée de combien de personnes gardent, entre guillemets, ces 1300 km de frontières? Non. On n'a pas une idée. On sait combien on a de gardes frontières, etc., mais ça marche pas vraiment comme ça, parce que... Ouais. Bah, j'imagine que c'est pas les gars qui sont plantés. Non, il y a des drones, il y a des... Il y a de toute façon, il y a des obstacles naturels. On a une nature assez compliquée, donc c'est pas... Il y a beaucoup de zones. Moi, je me suis amusé un jour sur Google Maps à regarder la carte de la frontière. C'est assez, notamment dans l'Est et vers la Laponie, tout ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'endroits, c'est carrément un lac au milieu, quoi. Ouais. C'est le milieu du lac. Si on regarde les difficultés que les Russes ont à traverser une rivière en Ukraine parfois, traverser les 180 000 lacs finlandais, ça va pas après, être... ils n'auront pas tous à traverser, mais c'est vrai que la frontière a été vraiment faite de moments, c'est au milieu d'un lac. C'est ça. Et après, aussi, dans une petite anecdote que je peux raconter, c'est qu'il y a quelques temps, on a vu ça dans les articles de journaux, même je crois jusqu'en France. Il y a eu un groupe de quelques jeunes Français qui voulaient s'amuser à aller faire un tour à la frontière pour aller voir la frontière russe. Et ils ont pas allé très très loin, quoi. Ouais. Ils se sont tout de suite fait arrêter. Ouais. D'ailleurs, ils ont été traduits en justice vite fait, quoi. Enfin, je pense qu'ils ont pris une sorte de l'équivalent d'un blâme. C'était où? C'était en Finlande. En Finlande, ouais. Ah ouais, c'était en Finlande. C'est arrivé il y a 2-3 fois d'ailleurs. C'est arrivé il y a 2-3 fois. Il paraît qu'il y a assez souvent des groupes de touristes qui essayent de le faire. Ouais. Et la plupart du temps, c'est vraiment des gens qui sont vraiment qui sont dans des zones même un peu... Moi, il y a quelques années, je suis allé à Mörke, ça s'appelle, je crois, un truc comme ça. On est vraiment pas loin de la frontière. Ouais. Et c'est vrai que si tu veux, à partir de là, faire ton petit hike, faire ta petite rando, aller faire 10-15 km, tu vas te rapprocher, moins, tu vas vraiment te rapprocher de la frontière. Et souvent, ces gens-là, quelqu'un les croise, leur prévient avant, ça se passe très bien, on leur dit non, là, vous rapprochez pas, et c'est une mauvaise idée, etc. Mais ces gens-là, je pense qu'ils avaient vraiment voulu faire une sorte de petite expédition. Et pas très malin. Pas très malin, pas très malin. Mais de toute façon, des deux côtés de la frontière, chez les Russes, il y a plus de gens chez les Russes que de notre côté à la frontière, parce que c'est un plus grand pays. Mais il y a des gardes frontières et des soldats russes à la frontière russe, il y a des gardes frontières finlandais, mais il y a aussi des soldats finlandais parce qu'on a des bases militaires qui sont pas forcément hyper loin des frontières. La plupart sont pas juste à la frontière, mais on en a qui sont à des distances qui font qu'ils s'entraînent à la frontière. Donc on peut croiser des gens de la douane, on peut croiser des gens des gardes frontières, on peut croiser des soldats en service ou des soldats professionnels, on peut croiser la police qui fait des tours, on peut croiser des riverains, des réservistes, plein de choses. Il y a plus de monde que dans ces coins-là, vers la frontière, que dans l'équivalent. Ça dépend de l'endroit, mais il y a des endroits où il n'y a pas grand monde, mais là-bas il y a des obstacles naturels qui font que c'est plus compliqué. Ouais. Mais on construit aussi un mur actuellement dans certaines des zones où il n'y a pas d'obstacles naturels. Après, on regarde, excuse-moi, je t'interromps. Ouais. Il y a des endroits où toutes ces zones-là de frontières, zones tampons très proches, c'est quasiment à quelques pas d'un parc naturel, quoi. Le parc de Hurokekkonen, le grand parc là dans Laponie, il y a des zones, c'est vraiment pas loin, quoi. Donc, mais c'est pas si simple que ça. Et comme la Russie a tenté des opérations hybrides où ils envoient des réfugiés à la frontière, ils les prennent en quantité, ils les envoient à la frontière et ils leur disent de traverser. Comme ils font en Pologne aussi avec la Biélorussie. On a vu ça, ouais. Et du coup, à cause de ça, on est quand même assez vigilants. On a des gardes avec des chiens, on a des drones, on a des gens en service militaire à la garde frontière aussi. Ouais. Et tout ça, et du coup c'est comme ça. Et malgré ça, selon toi, je pense qu'on avait parlé une fois, tu penses quand même que malgré ça, il y arrive à avoir un certain nombre entre guillemets, d'espions russes qui arrivent à se faufiler les espions russes passent par la frontière. Ils passent pas par là? Non, théoriquement ils pourraient, mais ils n'ont pas besoin de passer par là pour se faufiler. Mais tu peux pas imaginer en hiver une vingtaine de skieurs toutes les semaines qui passent pour... Le problème c'est que ils n'ont pas besoin de faire ça. Ok. Parce que la frontière estonienne et la frontière finlandaise sont ouvertes pour certaines personnes. Donc déjà les Russes ils ont c'est beaucoup plus simple. Ils ont des gens avec des statuts diplomatiques qui sont des espions et qui travaillent dans le pays. Ils ont des Russes qui habitent en Europe et qui ont un passeport européen, qui peuvent se déplacer librement à l'intérieur de l'Europe. Ils ont 10 000 moyens autres que ça de le faire, donc ils ont
Bien sûr, théoriquement, il peut y avoir un Russe qui passe un professionnel des forces spéciales, mais ça servira à rien parce qu'ils ont pas... Mais si ça se passait, tu crois qu'on en entendrait parler ou pas forcément? Je pense qu'on en entendrait parler si... peut-être, ouais, on en entendrait parler. Ouais. Donc probablement ça n'arrive pas parce que... Non, ça serait un risque inutile pour eux parce que faire déplacer en ce moment. Une personne qui traverse la frontière, ça va rien changer pour la Russie, mais si elle se fait attraper, c'est un peu con pour eux, et en plus en hiver, c'est pas si simple que ça de pas se faire attraper parce que les traces de piste, les traces qu'on laisse, etc. Donc à la limite en automne quand il n'y a pas de neige c'est plus facile qu'en hiver, mais c'est pas un énorme avantage pour eux de faire passer quelqu'un à la frontière alors qu'ils peuvent déjà le faire en passant. Il y a énormément de pays en Europe, par exemple l'Autriche c'est un pays qui accueille à bras ouverts les espions russes parce que là-bas c'est pas illégal d'espionner. Être un espion c'est légal tant que c'est pas contre l'Autriche, donc du coup quelqu'un qui vient de la Finlande a le droit d'être en Autriche parce que ils ont des lois assez soft là-dessus, et du coup les espions russes en Europe il y en a partout. La Hongrie et l'Autriche c'est des nids à espions russes, mais il y en a aussi dans les ambassades, dans les consulats, etc. Et du coup ils n'ont pas besoin de traverser de manière secrète pour passer. Certes. Voilà. Ok. On peut faire vite fait, t'en as déjà un petit peu parlé, mais comment est-ce que tu vois à peu près, comment est-ce que tu pourrais définir à peu près ce que tu appellerais les points forts et peut-être les points faibles de l'armée finlandaise actuelle? Ouais, on a quand même, bien sûr, je suis finlandais, mais je dis pas ça parce que je suis finlandais, mais on a beaucoup de points forts quand même. On maximise un peu notre notre potentiel parce qu'on met beaucoup d'efforts dessus. Un des points forts qu'on a, c'est que comme c'est une armée du peuple, on a vraiment l'élite intellectuelle et l'élite sportive du pays qui vient à l'armée. Chez nous, si t'es un joueur c'était le meilleur joueur de foot au monde, même si on n'a pas... de basket, à l'heure actuelle, la star NBA, Lauri Markkanen. Il a fait son service militaire. C'est ça. Et les gens, on n'a pas beaucoup de bons footballeurs, alors qu'il était en pleine ascension NBA, qu'il était le plus grand joueur finlandais de l'histoire de la NBA sans aucun problème, qu'il est un joueur majeur de la NBA, et ben le gars, il était venu le temps de faire son service, il a fait son service qu'on importait. Et après, ils ont un service, les sportifs de haut niveau, un service entre eux qui leur permet déjà d'être entre eux, mais aussi ils ont un peu plus de liberté le soir pour s'entraîner. Donc ils font un vrai service, mais ils ont le droit de passer quand même pas mal d'heures par semaine à s'entraîner pour pas totalement perdre leur niveau, mais ça reste problématique pour leur carrière en général parce que c'est pas avantageux de passer dans des milieux aussi concurrentiels. C'est ça, mais après ils ont le droit de s'entraîner, et s'ils ont une compétition importante ils peuvent y aller, mais ils doivent continuer leur service après. Mais il y a ça, et du coup on a ce côté, tous les gens les plus intelligents qui sont des hommes en Finlande sont, parce que bien sûr il y a des femmes intelligentes qui ne font pas le service, mais chez les hommes tous les gens les plus intelligents font le service en général. Et du coup on a vraiment les gens les plus brillants du pays qui font le service, et aussi les gens les moins brillants, mais ça permet d'aussi faire des choses qu'une armée professionnelle ne peut pas faire. Donc par exemple quelqu'un qui est chauffeur de camion, un camionneur finlandais il va faire son service comme chauffeur de camion à l'armée. Quelqu'un qui a une entreprise de réparation de vélos va réparer des vélos à l'armée. Et il y a beaucoup d'exemples de ça. Un cuisinier va faire un cuisinier. C'est ça, cuisinier, cybersécurité, pilote de drone, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par les drones en temps libre et qui font ça, et du coup eux, ils vont faire ça aussi à l'armée. Et ils prennent ça en compte, et ça joue beaucoup parce que du coup ceux qui sont bons en maths par exemple vont faire des trucs où les maths servent, et tout est pris en compte. Et surtout à la limite à 19 ans ça a moins d'importance parce que à 19 ans il y a des gens il y a peu de gens qui ont énormément de connaissances, mais après si on regarde tous les médecins sont médecins de guerre, les infirmiers font ça, et après il y a des gens qui pendant leur carrière deviennent quelque chose d'important qui peut être utile à l'armée, et eux du coup leur statut à l'armée va être mis à jour à travers ça. Donc si quelqu'un, un spécialiste des explosifs par exemple dans son métier, il va faire ça à l'armée aussi, même s'il n'avait pas fait ça pendant son service. Et ça permet d'avoir des gens, par exemple en Finlande on a F-Secure, la boîte d'antivirus. Les hauts placés de cette boîte c'est des gens qui sont des actifs dans la réserve. Le fondateur, si je me souviens bien, il est capitaine de réserve, si je dis pas de conneries, etc. C'est des gens qui apportent énormément du secteur privé, de ce qu'ils font dans le privé. Ils apportent énormément à l'armée, ça permet de faire des choses. On a Nokia, on a plusieurs entreprises en Finlande qui nous permettent avec F-Secure, etc., de rester un peu à un certain niveau. Pas possible de faire ça avec une armée professionnelle, en tout cas pas de la même manière. Et c'est pas pour attaquer les autres pays, parce que bien sûr j'adore mon pays et j'aime en dire du bien, mais pour avoir vu des soldats professionnels quand j'étais en service militaire qui s'entraînaient contre nous, j'étais pas bluffé par eux. On a fait des entraînements de guerre contre des Anglais qui ont été en Irak et en Afghanistan, et ils étaient pas exceptionnellement forts, parce que c'est des gens
c'était pas forcément l'élite de l'armée anglaise, hein, mais c'était des gens qui ont choisi cette carrière-là, pas par dépit, mais pas forcément, c'était des gens normaux, lambda, pas exceptionnellement intelligents, pas exceptionnellement forts, mais qui ont fait une carrière comme dans les pays qui ont du mal à recruter, c'est souvent comme ça. La France a du mal à recruter, l'Angleterre a du mal à recruter, l'Allemagne a du mal à recruter, et du coup, le niveau des gens, il y a des gens bons, mais il y a des gens qui sont pas si bons que ça. Ouais. Et on va dire que le QI moyen du soldat pro anglais, il est pas forcément à 150, quoi. Et c'est pas le QI moyen finlandais non plus, mais le point, c'est que une armée professionnelle, on pourrait croire qu'ils sont très bons parce qu'ils ont passé des années à faire ce qu'ils font. Mais comme pour eux, c'est leur métier et qu'ils prennent pas forcément ça de la même manière. Et je parle pas des forces spéciales ou autres, hein, je parle vraiment du soldat lambda. C'est pas forcément avantageux. Et on le voit en Ukraine. Il y a des soldats russes, c'était des soldats pros qui ont attaqué à la base quand l'Ukraine a été envahie. Maintenant, c'est des mobilisés, des recrutés, etc. Mais à la base, c'était des pros. Ils se sont fait éclater par beaucoup de volontaires parce qu'un volontaire qui a fait un service militaire et qui est un réserviste, mais qui est quelqu'un de très motivé, de sérieux, etc., il peut avoir un niveau tout à fait convenable, surtout s'il a fait son service et après il a eu quelques années où il s'est pas entraîné, peut-être qu'il va avoir 2 semaines où il va être il va avoir un peu du mal à s'y remettre, mais après il va très vite s'y remettre et il va peut-être avoir un niveau supérieur aux professionnels après. Et bien sûr, ça touche pas à tout. Il y a des positions dans l'armée où il faut être professionnel et on peut pas s'improviser pilote de chasse, on peut pas. Il y a des choses très compliquées à l'armée qui se font et où il faut des pros et il y a des pros de très très haute qualité dans ces pays, dans tous les pays qui ont des armées professionnelles, mais en général, ma vision pour avoir grandi en France, c'est quand même, je connais pas mal de soldats pros dans plusieurs pays d'Europe, et pour avoir vu les soldats pros faire contre nous, après on avait l'avantage de connaître le terrain parce qu'on était chez nous, mais je suis pas bluffé par les soldats pros, et je suis bluffé par beaucoup de soldats de réserve. Après, je suis aussi pas bluffé par certains en réserve, il y a des gens qui sont pas bons aussi ici, mais il y a des soldats en réserve ici qui sont exceptionnels, et à chaque fois que des soldats américains ou autres viennent ici, ils sont toujours bluffés par le niveau parce qu'on a... Mais c'est aussi la doctrine finlandaise, c'est assez logique. On est un petit pays, on s'entraîne à se défendre contre la Russie, qui est notre seule menace directe à court terme militairement. Tout est basé là-dessus. On essaye d'utiliser le terrain, de faire de notre mieux pour ça. Et du coup, forcément, si on s'entraîne à une chose et on fait que ça, on est bon là-dedans. C'est sûr. Alors que... et en plus, c'est un ennemi potentiel qui pour le coup a aussi son armée a des caractéristiques très marquées. C'est ça, très particulières, sur lesquelles on peut travailler pour bien les combattre. Et après, ce qui est avantageux aussi, si on compare par exemple à Israël, eux, ils ont des... Je vais sortir un peu une comparaison de con, mais Israël, c'est un peu le Real Madrid qui joue contre une équipe de nationale. Ils sont contre des pays qui n'ont pas d'armée de l'air, qui n'ont pas ou quasi pas d'armée de l'air, des systèmes vraiment vieux et qui sont limite plus des milices que des armées. Oui, donc du coup, ils n'ont pas besoin, il y a des habitudes qu'ils n'ont pas forcément besoin de prendre parce que c'est facile pour eux au niveau militaire de combattre ces pays-là, même si bien sûr, je ne dis pas que la situation est facile en général, mais militairement c'est facile. Alors que nous, comme on a un ennemi qui est quand même théoriquement la deuxième armée sur Terre et qui a quand même fait beaucoup d'avancées militaires dans le passé et qui a quand même... la Russie, c'est un pays qui ont à la fois surestimé mais aussi sous-estimé dans certains sujets. Ça nous permet de s'entraîner contre eux, mais aussi d'avoir on a un adversaire tellement compliqué à battre qu'on est obligé de se préparer à plusieurs niveaux et à se préparer peut-être mieux que certains pays. S'il fallait se préparer à une guerre contre l'Espagne, il n'y a pas besoin de faire la même chose que si on se prépare contre la Russie. Mais c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une doctrine et des objectifs qui sont en ligne avec ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, alors que les grands pays avec des armées professionnelles, souvent ont des doctrines et des objectifs qui sont pas forcément en ligne avec la situation actuelle parce qu'ils prennent plus trop en compte la défense du pays et la quantité d'obus, de soldats, etc. qui sont nécessaires pour défendre un pays. Ils sont plus des armées d'OPEX et même si je simplifie un peu, c'est pas tout à fait ça. Et du coup, notre avantage, c'est qu'on a une doctrine qui est en ligne avec ce qu'on est avec nos ressources et avec notre façon de voir les choses. C'est un avantage. Après, le désavantage, c'est qu'on est un pays de 5,6 millions d'habitants avec un PIB qui va avec, même si on n'est pas un pays pauvre. Mais on a, idéalement, si on avait le double d'habitants et le double de PIB et le double de tout ce qu'on a dans l'armée, ça serait mieux parce que ça nous aiderait. Donc le fait d'être un petit pays, ça nous limite. On peut pas, par exemple, on n'en a pas besoin parce qu'on a des côtes avec des eaux pas très profondes et avec beaucoup d'îles.
Mais idéalement, par exemple, on pourrait avoir une marine beaucoup plus grande. Ouais. On a une marine assez petite et qui est beaucoup basée sur la défense des côtes, ce qui est normal, c'est la priorité, c'est important. Mais si on avait le double d'habitants et le double de ressources, on pourrait avoir une armée de l'air plus grande, on pourrait avoir on a une armée de l'air de très haut niveau parce qu'on a des F-18, des Hornets et qui ont été modernisés. On va avoir des F-35 bientôt, on va en avoir 64 F-35, c'est vraiment très bien pour notre situation. Mais idéalement, si on avait le double de la population et le double du PIB, on pourrait en avoir aussi 2 fois plus des avions, on pourrait avoir plus de missiles pour ces avions, on pourrait avoir plus de missiles pour l'anti-aérien, plus d'anti-aérien. Comme pour la situation, on maximise notre potentiel et c'est pour ça que j'ai une confiance totale envers le commandement et les officiers de l'armée finlandaise parce qu'ils ont fait de très bons choix sur les années et c'est des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font et qui font bien leur travail, mais on est limité par notre taille. La taille et la superficie du territoire. C'est ça, on a pareil d'Israël, c'est pas vraiment la même chose au niveau de la défense. Ce qui peut aussi être un désavantage pour eux dans certains cas, mais on a un pays qui fait la taille de l'Allemagne, mais avec une population 15 fois plus petite. Au niveau de la défense antiaérienne, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Et après, oui, voilà, il y a des limitations économiques, des limitations démographiques. On a un budget qui fait qu'on peut pas avoir tout ce qu'on veut, autant qu'on veut. Mais au moins, c'est travailler pour que il y ait les points forts qui soient dans les zones les plus importantes et que les points faibles soient minimisés, qu'il n'y ait pas trop de points faibles. C'est ça. Le point faible est quand même suffisant pour pouvoir se défendre. C'est ça, et après on a eu tenir, quoi. On a eu un leadership qui a été malin et qui a compris que par exemple l'anti-aérien c'est trop cher pour un pays de notre taille. Bien sûr on a de l'anti-aérien, on a même beaucoup de l'anti-aérien, mais on peut pas avoir des milliers de missiles moyenne portée pour combattre la Russie seule pendant des années et toute la frappe, et du coup la solution, ça a été de créer des abris à bombes pour tout le monde et laisser les Russes bombarder le pays. Bien sûr, on abattrait les missiles qui touchent l'infrastructure, etc. Mais si un missile va à un endroit qui n'est pas stratégique pour nous et qu'on sait que les gens sont dans un abri à bombes, on laisse le missile passer. Malheureusement, on le laissera passer, ce sera quand même mieux que... Et du coup, on sait qu'il n'y aura pas de perte humaine. Et c'est beaucoup moins cher de construire des abris à bombes et d'avoir cette loi à chaque fois qu'on construit une maison que d'acheter des missiles antiaériens, parce qu'un missile antiaérien de Patriot ou de... Même les AMRAAM de nos jours, ça peut coûter plusieurs millions. Ce qu'on utilise dans les NASAM, c'est du coup... Et ça fait du boulot pour le BTP, une fois que la guerre est terminée. Bon, c'est sur cette blague. mais ça fait du boulot pour le BTP, mais du coup, on a tenté de contourner quelques faiblesses à ce niveau-là en faisant ce genre de trucs. Et c'est ce qui nous... on essaie de maximiser notre potentiel, mais qui est limité par notre population et par notre PIB. Ok. Écoute, ça fait un petit moment qu'on discute. Ouais. Je pense que pour une présentation, c'est vraiment pas mal. Je te remercie beaucoup. Merci. Pour ton temps, c'était très intéressant. Et voilà, et puis on se dit à bientôt pour la suite. Ouais. On ne sait pas encore sur quoi, mais ça vient. Ça vient bientôt, ouais. Ciao Yoni. Salut. J'espère que ce 3e épisode vous aura plu. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Si vous êtes plus là, c'est pas grave parce que de toute façon, vous pouvez pas m'entendre. Avant de vous rendre votre liberté, je voudrais vraiment vite fait faire mon instant promo. On est déjà en train de préparer le 4e épisode, il va sortir d'ici quelques jours. Vous pouvez aisément vous imaginer que la préparation d'un podcast demande un petit peu de travail, surtout quand, comme moi, on débute avec la technique et que donc certaines manipulations me prennent 2 fois ou 3 fois le temps qu'elles pourraient prendre un pro, mais bon, c'est comme ça. En attendant, on vous serait mais alors vraiment énormément reconnaissant avec Yoni. Si vous voulez bien, si ce contenu vous plaît, en parler autour de vous. On remercie d'ailleurs Philippe et Mathieu, j'en oublie peut-être, mais au moins je suis au courant de 2 personnes, Philippe et Mathieu qui nous ont filé un coup de main. Merci beaucoup. N'hésitez pas, que ce soit sur Google Podcast ou Spotify par exemple, à donner 5 étoiles à ce podcast s'il vous plaît, à laisser un message sur les plateformes. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment super important. Ça aide énormément avec les algorithmes et donc ça aide à nous faire connaître. Merci d'avance. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt, de vous remercier de votre écoute et de votre attention. Ciao ciao. On avance, on est là. Attends, non, je peux pas partir comme ça. Si, la famille. Si, en tête, on est là. On peut pas. En tête de nerf, Colmar, la ZUP.